Chères étudiantes, chers étudiants, c'est notre quatrième cours de la matière enquête de terrain. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question du choix des méthodes d'enquête ou des outils d'enquête ou d'investigation en SDL, en sciences du langage. Nous abordons donc cette phase où nous passerons en revue les différents outils d'enquête, les différents moyens par le biais desquels nous procédons à la collecte des données ou à la récolte des données sur le terrain. Donc, nous allons énumérer ou nous intéresser à un certain nombre d'outils d'investigation. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres que nous n'allons pas évoquer par manque de temps, mais nous allons voir l'essentiel. Alors, comme on le fait donc d'habitude, je partage ma présentation sur mon écran avec vous. Quatrième cours, donc, vous l'avez en bas. Alors, le plan du cours, nous allons donc parler un peu de la préparation de l'enquête. Nous allons parler du choix des outils d'investigation, les différents, donc, parmi les outils d'investigation, nous avons le questionnaire, les différents types d'entretien et l'observation. Nous n'allons pas tout voir aujourd'hui. Nous allons voir juste la préparation, les points concernant les préparations de l'enquête, le choix des outils d'investigation et les méthodes d'enquête. Donc, ce sera la première partie de ce cours dédié aux outils d'investigation, aux outils de recherche, aux outils d'enquête en sciences du langage, mais aussi qu'on utilise aussi dans d'autres disciplines. Alors, pour le premier point, la préparation de l'enquête, alors il importe tout d'abord, avant de penser aux outils d'investigation, il faut préparer, l'étudiant doit préparer son enquête. Alors, il doit déterminer le lieu de l'enquête, le terrain de l'enquête. Est-ce une entreprise? Est-ce une école? Est-ce une université? Dans une université, est-ce une faculté? Est-ce un département? De quelle spécialité? Etc. Donc, il faut cerner, déterminer le lieu, délimiter le lieu et le terrain de l'enquête. Alors, nous avons parlé la fois dernière de la faisabilité de la recherche en lien avec les différents terrains. Parfois, il y a des terrains auxquels nous n'avons pas accès ou nous ne pouvons pas avoir accès, donc il faut s'assurer que l'accès à ce terrain, l'accès à, à ce lieu m'est possible avant d'entamer déjà le travail de documentation, de recherche, de lecture. Et ça nous prend au moins 2, 3 mois avant d'aller sur le terrain. Donc, il faut vraiment être sûr dès le départ d'avoir les autorisations nécessaires et de pouvoir compter sur son réseau d'interconnaissance aussi pour nous introduire sur les terrains que nous étudions. Ça peut être des familles aussi. Donc, nous avons besoin de personnes qui nous y introduisent, qui nous présentent, et ça se passe partout de la même façon, partout dans le monde, pour tous les étudiants, pour tous les chercheurs. Nous avons besoin de personnes qui nous introduisent auprès d'autres personnes pour gagner leur confiance, euh, pour, euh, pour créer on va dire, un climat de confiance, de sympathie qui est nécessaire au bon déroulement de l'enquête. Alors, il faut choisir les outils d'investigation ou opter pour des méthodes de récolte des données, c'est-à-dire il faut choisir quelle est ma méthode de récolte des données, quelle est la méthode de récolte de données la plus appropriée pour répondre à mes questions, pour obtenir des réponses. Donc, on choisit l'outil d'investigation en fonction du sujet aussi. On va le voir un peu plus tard. On prépare aussi le matériel de l'enquête. Un smartphone, une caméra, si je dois filmer, si je suis autorisée à filmer. De toutes les façons, on le dit pour des questions d'éthique, on ne peut jamais filmer des enquêtés à leur insu.
D'accord? Donc ça, nous l'évoquerons plus tard. Il faut préparer donc le matériel de l'enquête. Il faut solliciter les autorisations nécessaires. Donc vous avez une première autorisation. Les autorisations, c'est l'administration qui vous les font, c'est votre faculté, c'est le département ou c'est la faculté parfois. Je crois que c'est le département. Il faut prendre en contact avec les personnes ressources, le réseau d'interconnaissance sur le terrain. Nous sommes dans la phase de préparation de l'enquête. Il faut dresser un planning des tâches à accomplir sur le terrain. Vous avez une autorisation d'un mois, de 15 jours, d'une semaine pour enquêter dans une salle de classe, par exemple, dans une école ou dans un centre de formation. Donc, il faut bien organiser son temps, bien organiser, bien faire son planning. Alors, il faut aussi prévoir la consignation ou les méthodes de conservation ou de consignation des données recueillies sur le terrain, comment vous comptez préserver vos données, les conserver, les consigner, est-ce par écrit, est-ce par enregistrement, il faut penser donc au matériel ou à prendre des notes, ou avoir un journal de bord dont j'ai parlé la, dans la matière méthodologie de la recherche. Donc, il faut avoir un carnet de bord sur lequel on met toutes nos remarques, nos discussions, les questions que l'on pose, les réponses que l'on obtient dans la phase exploratoire du travail sur le terrain. Et même après. Donc, il faut penser au matériel par lequel nous allons consigner, conserver les données que l'on va solliciter sur le terrain. Alors, il faut anticiper aussi d'éventuelles difficultés qui seraient susceptibles d'être susceptibles d'être rencontrées sur le terrain ou que l'on pourrait rencontrer sur le terrain, anticiper, voir si dans telle situation, comment je réagirais, si par exemple les enquêtés refusent d'être enregistrés, comment je dois contourner cette difficulté, est-ce que je dois noter, est-ce que je change carrément de méthode donc il faut anticiper ces difficultés. Alors, pour le choix des outils d'investigation, l'enquête, elle sert à quoi? Elle sert à collecter des données informatives, des données qualitatives. Le chercheur se rend sur le terrain armé de ses connaissances et d'outils d'investigation et du matériel qui sert à consigner, à conserver, je l'ai dit, les données. Les outils d'investigation ou les techniques d'enquête sont choisis en fonction du sujet de recherche, je l'ai dit, de la question principale et des questions de recherche. Pour une analyse qualitative, qu'on préconisait dans notre domaine, les techniques d'enquête sont l'observation, l'entretien ou la discussion de groupe, focus group ou la discussion de groupe. Pour une analyse quantitative, on opte pour le sondage, le questionnaire, des logiciels, mais ça nécessite beaucoup d'analyse, beaucoup d'espace, c'est beaucoup de corpus déjà, et beaucoup de corpus nécessite beaucoup d'analyse, beaucoup de documentation, et on peut recourir à une analyse quantitative dans un travail de doctorat, pas dans un travail de mémoire. Alors, si le questionnaire comporte des questions ouvertes, il est possible d'obtenir des données qualitatives, parce que généralement, le questionnaire, on l'utilise aussi quand on a un nombre important d'enquêtés. Mais là, on ne va pas tricher, mais on va mettre des questions fermées et des questions ouvertes, des questions d'opinion de type psychologique ouvertes qu'on peut mettre dans un questionnaire, sauf qu'il ne faut pas poser beaucoup de questions parce que ça risque d'ennuyer l'enquêté qui ne va pas renseigner l'intégralité du questionnaire et répondre à l'intégralité des questions parce que ça fatigue, ça ennuie. Et il faut prendre en considération cela. Donc, les questionnaires qui font 4-5 pages avec des questions fleuves, c'est déconseillé. C'est interdit. Alors, pour les outils d'enquête en SDL, alors les enquêtes qualitatives ou les enquêtes micro nécessitent des outils d'enquête comme l'observation participante, les entretiens semi-directifs, les entretiens libres, les récits de vie, les biographies langagières. Ce sont des enquêtes ou des méthodes, des outils
d'enquête qui permettent à l'enquêté de parler, de libérer sa parole, de dire ses opinions, de faire même des digressions. Et c'est intéressant pour une étude qualitative, une étude qui vise à connaître les représentations de l'enquêté autour d'un sujet ou autour de plusieurs sujets ou de plusieurs aspects du même sujet. Nous avons les enquêtes quantitatives ou les enquêtes macro, donc utilisées dans les études macro. Donc, par exemple, alors pour les enquêtes qualitatives, on est en micro, sociolinguistique, micro-didactique, etc. Et dans les enquêtes quantitatives, on est aussi dans des aspects macro. Ça requiert des outils d'investigation comme le sondage, le questionnaire et un nombre important d'enregistrements, un corpus numériquement important et représentatif. L'objectif dans les enquêtes quantitatives, c'est moins de comprendre le fonctionnement d'un phénomène que d'en attester l'ampleur. C'est-à-dire, si je veux travailler sur les représentations autour d'un sujet, je vais recourir à une enquête quantitative ou je vais faire une enquête quantitative pour voir la tendance en matière de représentation, que pense la majorité de ou ce que les représentations négatives par rapport à tes questions sont minoritaires, majoritaires, etc. Donc, c'est en termes de tendance que nous allons évaluer les représentations autour d'un sujet ou la pratique, par exemple. Est-ce qu'une pratique linguistique est généralisée ou est-ce qu'elle n'est propre qu'à un groupe, etc. Mais là, on est obligé de travailler sur des échantillons importants, sur une population importante et de faire des enquêtes importantes et représentatives. D'accord, on l'a dit la dernière fois, en analyse qualitative, on vise plus la significativité que l'aspect quantitatif. Dans les enquêtes quantitatives, nous visons plus la quantité que l'aspect qualitatif, compréhensif. Alors, pour le croisement des démarches méthodologiques, parfois, on utilise deux outils méthodologiques. Même quand on travaille ou on fait des analyses qualitatives, on va utiliser l'observation et, par exemple, l'entretien, ou l'observation et le questionnaire. À quoi cela sert? Cela sert à, par exemple, voir s'il y a un décalage entre les pratiques et les déclarations sur les pratiques. Je déclare faire quelque chose ou enseigner quelque chose ou parler telle langue ou de telle façon ou avec tel accent. C'est pas des questions, on ne va pas se poser des questions sur comment on parle, mais sur, par exemple, le recours à la langue maternelle en classe de français langue étrangère. Je demande à un enseignant, est-ce que vous utilisez l'arabe algérien ou est-ce que vous tolérez l'utilisation de l'arabe algérien en classe de français langue étrangère? Donc, l'enseignant peut dire non, mais en réalité, oui, je tolère, mais si je lui pose cette question dans le cadre d'un questionnaire ou d'un entretien, il va dire oui, mais si j'assiste à son cours, je peux remarquer que l'enseignant, en fait, ne tolère pas la pratique de la langue première ou interdit aux élèves de parler l'arabe algérien ou les pousse ou les incite à parler français plutôt qu'arabe algérien ou il recourt à la traduction. Donc, ça nous permet de confronter les dires ou les déclarations sur ce qu'il dit pratiquer avec ce qu'il fait réellement. Ça ne veut pas dire qu'il ment, ça ne veut pas dire qu'il ne dit pas la vérité, mais ça peut juste vouloir dire qu'il ne fait pas attention ou qu'il ne prête pas attention à ses pratiques au quotidien, à ce qu'il fait peut-être inconsciemment. Donc voilà, ça peut avoir plusieurs interprétations. C'est pour cela que le croisement des outils méthodologiques est parfois nécessaire. Alors Philippe Blanchet parle d'une méthode intégrée qui stipule le recours à 2 ou 3 méthodes d'enquête. Dans le cadre d'un mémoire de fin d'études, 1 ou 2 suffisent largement. Alors, elle permet une complémentarité entre les démarches méthodologiques et l'atténuation réciproque des limites de chaque grande méthodologie, en laissant la priorité à une approche qualitative. Alors, dans ce cas-là, l'atténuation réciproque des limites de chaque méthodologie. Vous savez que chaque méthodologie a ses avantages et ses inconvénients, ses forces et ses limites. Donc, parfois, l'entretien ne nous permet pas de tout obtenir, de tout savoir sur une question. Donc, on va recourir à l'observation
participante, par l'observation, par immersion. Ça nous permet d'avoir plus de données, plus de renseignements, de comparer parfois les résultats obtenus par deux enquêtes, par deux outils d'enquête différentes. Alors, on travaille toujours d'abord par observation participante, puis ensuite seulement par enquête semi-directive, éventuellement directive ouvrant sur des échantillons plus larges accompagnés d'investigations documentaires sur le contexte global, historique et culturel. Alors, enquête semi-directive et directive, donc c'est l'entretien et le questionnaire. Alors, s'interroger à ce stade sur quel type de méthodologie, pour quel type de méthodologie je vais opter dans mon travail de recherche, une méthodologie qualitative ou de type qualitatif ou quantitatif, tout dépend donc de notre sujet, mais aussi de l'espace et du temps imparti à notre travail. Donc, je vous le recommande, on opte pour les méthodes qualitatives. Quel outil d'enquête je vais utiliser? L'observation, l'entretien, le questionnaire, les enregistrements, les captures d'écran. Et je justifie le choix de mon choix par rapport à l'outil d'enquête. Faire des lectures sur les méthodes choisies et voir leurs forces et leurs limites de manière générale. Donc là aussi, quand j'ai parlé de la phase de recherche documentaire ou de lecture, il faut faire des lectures autour des méthodologies d'enquête, en sciences humaines et sociales, en sciences du langage, en didactique, voir aussi quels sont les avantages, les inconvénients, pour quel sujet, pour quel type de sujet on utilise tel outil méthodologique, pour quel autre type de sujet on utilise tel autre outil méthodologique, etc. Par exemple, pour les pratiques linguistiques, quelles sont, ou la récolte ou la collecte des pratiques linguistiques, quels sont les outils méthodologiques utilisés par d'autres chercheurs, et pour les pratiques discursives, par exemple, quels sont les outils d'investigation, les corpus recueillis par les chercheurs sur des sujets proches d'une autre, par exemple. Faire des lectures sur les méthodes choisies, voilà, donc je l'ai dit. Puis, par rapport à votre contexte, c'est à ce stade qu'il faut anticiper les difficultés sur le terrain. C'est-à-dire, vous allez voir comment des sujets comme le vôtre ont été traités et par le biais de quel outil méthodologique le corpus a été collecté pour traiter un sujet comme le vôtre. Alors, il faut tester les outils élaborés sur un nombre réduit d'enquêtés, c'est ce qu'on appelle la pré-enquête. Donc, faire des va-et-vient sur le terrain, ça permet aussi de tester sur un nombre réduit de personnes les outils d'enquête. Si c'est un questionnaire, un entretien, s'entretenir avec une ou deux personnes. Si c'est un questionnaire, l'administrer à 3 ou 4 personnes, mais ce ne sont pas les mêmes qui vont le renseigner pour l'enquête, la dernière enquête, on va le dire, l'enquête officielle. Maintenant, les résultats de la pré-enquête peuvent être intéressants. Parfois, vous obtenez dans la pré-enquête des résultats intéressants que vous n'obtiendrez pas par la suite dans l'enquête proprement dite. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez toujours, dans votre travail de mémoire, résumer, synthétiser, faire un compte rendu de cette pré-enquête sur le terrain et des résultats obtenus dans le cadre de cette pré-enquête, traiter les résultats à part et ensuite passer à votre enquête et présenter les résultats par la suite. Et dans la conclusion générale, il vous est toujours possible de parler des résultats ou des différents résultats obtenus, pas dans les mêmes conditions, certes, pas auprès des mêmes enquêtés, mais ça permet d'éclairer votre sujet, de répondre à vos questions et d'apporter un plus, une connaissance par rapport au sujet. Alors, les réflexions doivent être rapportées dans la partie en lien avec la narration de l'enquête, de sa préparation. C'est très important lorsqu'on va le voir, lorsqu'on va voir comment faire un protocole d'enquête. Il est très important de narrer sa recherche, de raconter son enquête sur le terrain, de raconter sa démarche méthodologique, comment on a procédé. On commence par le choix des outils d'investigation, par le choix du terrain. Pourquoi ce terrain? Pourquoi pas un autre terrain? Quel est notre réseau d'interconnaissance? Comment on a pris contact avec les différentes personnes, ressources sur le terrain? Comment on a mené notre pré-enquête? Pourquoi on a pensé à faire une pré-enquête?
et voilà, la durée de cette pré-enquête, quand est-ce qu'elle a été faite, par le biais de quel outil méthodologique, parce que je peux changer aussi d'outil en cours de route et voir que les outils et les méthodes d'investigation utilisées dans la pré-enquête ne fonctionnent pas comme il se doit, et donc je vais opter pour un autre ou d'autres méthodes d'investigation dans l'enquête. Maintenant, si j'ai quand même obtenu des résultats intéressants, c'est dommage de ne pas les citer, de faire comme si je n'avais pas fait une pré-enquête, mais faut être sincère dans la recherche, hein. Il faut être honnête dans la recherche, et il faut dire ce qu'on a fait en toute franchise, et dire sur quoi on a travaillé, qu'est-ce qu'on a obtenu, qu'est-ce qu'on a rectifié, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'on a dû changer, qu'est-ce qui n'a pas été pratique et que nous avons dû comme outil et que nous avons dû remplacer. Et donc, il faut raconter la recherche. La recherche n'est jamais idéale, elle ne se fait pas, elle n'est pas réussie du premier coup. Et donc, il faut raconter tout cela, parce que quelqu'un d'autre, un autre étudiant l'année prochaine, quand il va lire votre mémoire, il va se rendre compte que rien n'est parfait, comme disait le Petit Prince, et que c'est des tâtonnements. Quand on fait de la recherche, on hésite parfois, on rencontre des difficultés, et cet étudiant va voir qu'il n'est pas le seul à avoir rencontré ces difficultés, à avoir vécu cet tâtonnement, et que c'est tout à fait normal dans un processus de recherche d'être confronté à des difficultés, que d'être confronté à de mauvaises surprises. Et donc, ça fait partie de la recherche. Ça fait partie de la recherche. Quand on choisit de faire de la recherche, eh bien, on prend des risques. On réussit certaines choses, pas d'autres, mais on rectifie. Et voilà, il faut faire la narration de sa recherche, la narration de son aventure de recherche. Et s'il y a des choses et des ratés, eh bien, il faut les dire, il faut les raconter pour que d'autres chercheurs, d'autres étudiants ne, ne répètent pas ou ne tombent pas dans les mêmes erreurs, ou ne refassent pas les mêmes erreurs. Alors, je voulais évoquer le paradoxe de l'observateur. Alors, c'est quoi le paradoxe de l'observateur évoqué donc, par William Lebov, mais par d'autres chercheurs aussi. Donc, lorsqu'on fait une étude ou une enquête sur le terrain, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de l'observateur. Alors, d'abord, c'est quoi un paradoxe? C'est l'association de deux faits ou de deux idées contradictoires. Une association qui peut se présenter comme absurde, deux choses contradictoires, et leur association paraît absurde. On a des exemples très, euh, très terre à terre, hein. C'est le paradoxe du menteur. Un menteur dit « j'affirme que je mens ». Il n'y a pas de « e » à la fin, désolé. J'affirme que je mens. Il affirme qu'il ment. Est-ce qu'il ment? En affirmant qu'il ment. Des paradoxes plus intéressants, d'accord, que le menteur et que les mensonges du menteur. Un paradoxe philosophique, socratique. Je sais que je ne sais rien, mais il sait quand même qu'il ne sait rien. Et un paradoxe que j'aime beaucoup, c'est le paradoxe de Thésée. Alors, Thésée, c'est un personnage de la mythologie grecque qui a combattu le Minotaure, et il est revenu vainqueur à Athènes, et il avait un bateau, et il avait constaté avec bonheur que son bateau a été bien conservé par les Athéniens. Je vous lis donc un passage de Plutarque, Vie des hommes illustres. Alors, il a combattu le Minotaure. Le Minotaure, c'est le monstre fabuleux, homme à tête, un scène humain à tête de taureau. Alors, le navire à 30 rames sur lequel Thésée s'était embarqué avec les jeunes enfants et qui le ramena heureusement à Athènes fut conservé par les Athéniens jusqu'au temps de Démétrius de Phalère. Ils ont noté les pièces de bois à mesure qu'elles vieillissaient, et ils le remplaçaient par des pièces neuves solidement enchâssées. Aussi, les philosophes, dans leur dispute sur la nature des choses qui s'augmentent,
cite-t-il ce navire comme un exemple de doute et soutient-il les uns qu'il reste le même, les autres qui ne restent pas le même. Donc, Thésée découvre donc avec bonheur, comme je l'ai dit, que son bateau a été conservé, mais il y a des pièces qui vieillissaient et donc il a procédé à chaque fois au remplacement de ces pièces jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune pièce d'origine. Et ce bateau a été remis à neuf ainsi. Mais on parlait toujours du bateau de Thésée. Est-ce que c'est le même bateau ou est-il devenu un autre? Ça, c'est un paradoxe philosophique très intéressant. Vous avez le bateau en bas. Alors, voilà, c'est une question aussi dont on s'est servi pour se poser des questions sur l'identité. C'est un thème intéressant aussi par rapport à nos objets de recherche en sciences du langage. Lorsque nous évoluons, lorsque nous changeons, est-ce que nous restons les mêmes ou est-ce que nous changeons complètement? L'identité, elle est évolutive, elle est changeante, elle est dynamique. Est-ce que l'identité change complètement ou pas? Lorsqu'on évolue, lorsqu'on change, lorsqu'on avance dans l'âge, etc. C'est des questions philosophiques. Et le paradoxe de Thésée sert à illustrer cette problématique de l'identité, de l'évolution de l'identité et de la question du changement de manière générale. Alors, en SDL, en sciences du langage, le paradoxe de l'observateur, le but de la recherche linguistique dans une communauté, là, je cite William Leboff qui parle du paradoxe de l'observateur, de celui qui observe, c'est-à-dire de l'enquêteur, de l'enquêtrice, de celui qui mène l'enquête. Alors, le but de la recherche linguistique dans une communauté doit être de découvrir comment les gens parlent lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une observation systématique. Pourtant, nous ne pouvons pas obtenir de telles données que par le biais d'une observation systématique. Pour les Bob, il s'agit de regarder les gens parler sans qu'ils ne se sentent observés. Et pourtant, il le dit, on ne peut pas les observer, on ne peut pas obtenir des données sur comment ils parlent sans qu'ils ne soient observés. Donc, c'est un paradoxe. Maintenant, la réponse, je le dis pour ne pas garder donc pour ne pas entretenir le suspense. Il s'agit d'enquêter, d'observer, tout en se faisant le moins possible présent. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens de ne pas de s'intégrer dans le lieu de l'enquête auprès de la population de l'enquête de façon un peu à se faire oublier ou parfois, comme les Bob, utiliser d'autres personnes, des personnes issues de ces groupes, de ces communautés, de ces familles pour qu'ils mènent l'enquête à votre place. Alors, d'après Cécile Cagneux, le rôle de l'enquêteur a été longuement étudié. Son influence est évidemment forte s'il ne fait pas un effort d'objectivité et de neutralité dans son comportement, ses attitudes, ses questions, ses propos. Donc, il y a un risque que les enquêtés soient influencés par le regard de l'enquêteur. Alors, ceci dit, toute réponse est toujours donnée dans une situation d'interaction, quelle soit une situation d'observation, provoquée ou non. De toutes les manières, nous sommes toujours, je dirais en spectacle, nous sommes toujours dans des situations artificielles. Du moment où nous sommes dans des situations de communication avec une personne, d'autres personnes, nous sommes dans une interaction et nous sommes dans un jeu de rôle. Si vous voulez, nous sommes dans un jeu de rôle où nous présentons une face de nous-mêmes. Nous avons conscience donc de l'interaction, de la présence de l'autre, du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Nous avons conscience ou peur parfois de l'évaluation de l'autre. Donc, nous sommes toujours dans des situations artificielles, si vous voulez dire, si vous voulez, pardon. Donc, il n'y a pas de
Il n'y a pas de données spontanées, il n'y a pas de données naturelles. Il n'y a que des données obtenues dans des situations d'interaction. Et toutes les situations d'interaction, ce sont des situations plus ou moins artificielles. Alors, j'ai la citation de Lebov en anglais, mais je vous laisse lire. Hein. J'ai mon accent français risque je suis en insécurité linguistique. Hein. Je risque de dénaturer la phrase. Par contre, en français, Françoise Gadet écrit que si la présence de l'observateur est regardée comme un handicap, il va falloir s'efforcer de le marginaliser en tant que participant à l'échange des paroles. Donc, il faut marginaliser l'observateur et il faut qu'il s'efface le plus possible. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire comme introduction au choix des outils d'investigation. Nous allons poursuivre la fois prochaine donc avec l'observation participante, les entretiens semi-directifs, libres, le questionnaire et si on a le temps, nous allons donc aborder d'autres questions, nous allons aborder d'autres outils d'investigation. Ensuite, nous allons parler du protocole d'enquête, comment l'élaborer, comment il doit figurer dans votre deuxième partie, la deuxième partie de votre mémoire, qui est la partie dite pratique, empirique, théorique. Et voilà, donc si vous avez des questions en rapport avec le cours, vous avez mon mail dans la première diapo et je vous invite à me poser vos questions et j'y répondrai dès que possible. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, tout dépend du moment pendant lequel vous visionnez cette vidéo. Je vous souhaite de bien travailler sur vos mémoires de fin d'études. Je vous remercie donc de votre attention et à la prochaine fois.